La police, c'est une des administrations du Conseil d'État et le Conseil d'État est soumis à la loi sur l'information avec ses administrations, donc avec notamment la police. Elle doit faire tout son possible pour donner le maximum d'informations. Et c'est pas parce qu'il y a un élément qui gêne que tout le document doit rester secret. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Café Transparence. Aujourd'hui, on va parler des documents de police. En effet, la police est régulièrement au cœur de l'actualité avec l'usage de la force lors de plusieurs manifestations qui a posé pas mal de questions l'automne dernier. Il y a aussi eu l'affaire des groupes WhatsApp à Lausanne, par exemple. Alors, les polices sont-elles des administrations comme les autres auxquelles on peut demander des documents? Quels sont nos droits en matière d'accès à ces documents policiers? Est-ce qu'il y a certaines limites? Et les rapports de police ou même les plaintes pénales ou certains enregistrements vidéo réalisés par la police peuvent-ils être consultés par nous, les journalistes, selon le principe de transparence? Alors, pour nous éclairer sur ces questions, on reçoit aujourd'hui deux experts romans du principe de transparence. Tout d'abord en ligne et en direct de Genève, le préposé genevois à la protection des données et à la transparence, Stéphane Verly. Bonjour à vous. Bonjour. Et ici avec nous, Éric Gola. Bonjour, vous êtes l'ancien préposé vaudois au droit à la formation. Vous avez œuvré 6 ans à ce poste. On prendra un petit moment tout à l'heure pour faire un peu le bilan de ces 6 années. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple d'un document de police que vous avez rencontré au cours par votre autorité, en fait? Un des premiers cas que je peux citer qui me concerne, c'était une directive qui visait à régler la manière d'intervenir, notamment pour la police, s'agissant des cas de saisie auprès des particuliers. Des saisies dans le cadre de la loi sur les poursuites. C'est ça. Des fois, les choses peuvent tourner mal et la police doit intervenir et c'était la directive qui réglait les mesures à prévoir dans ce genre de cas. Une directive qui avait été accessible? Absolument. Et vous, Stéphane Verly, vous avez aussi peut-être un exemple à nous citer comme ça pour rentrer dans le sujet d'un document policier que votre autorité a vu passer? Alors, j'en ai 2 en tête. Le premier, c'était une demande relative à des rapports d'accidents tenus par la police qui avait été adressée au département. Et la seconde, c'était une demande relative au coût des informateurs privés de la police et aux modalités de leur rémunération. Des documents qui avaient pu être accessibles au final? Alors, pour le premier, non. Finalement, parce que la marge de manœuvre de notre autorité, déjà, est restreinte puisqu'elle ne peut que rendre des recommandations et non pas les décisions. Et cette marge de manœuvre était d'autant plus restreinte que les dossiers de police à teneur de la loi, une loi spéciale, sont rigoureusement secrets. Seules les autorités peuvent y avoir accès. Et puis, dans le second cas, notre autorité avait estimé qu'il fallait donner un certain nombre d'informations contenues dans le document, mais le département qui est finalement opposé. Ok, mais on verra après plus en détail chacun des types de documents que peut détenir la police. Si on reste d'une manière générale, Éric Gola, la police, c'est une administration en gros comme une autre auquel on peut demander des documents officiels selon le principe de transparence? Absolument. Il n'y a pas de règle particulière dans la loi pour ce qui concerne la police avec un grand P. La police, c'est une des administrations du Conseil d'État et le Conseil d'État est soumis à la loi sur l'information avec ses administrations, donc avec notamment la police. Et les polices communales, par exemple la police de Lausanne? Alors c'est les mêmes règles, mais évidemment à l'échelon de la commune. Les municipalités sont soumises à la loi sur l'information et leurs administrations également. Et donc leur police. Voilà. Stéphane Verly, est-ce qu'il y a des particularités générales de ces documents de police? Est-ce qu'ils ont quelque chose de spécial par rapport aux autres documents qu'on trouve dans les administrations? Alors, ce qui est spécial, c'est effectivement ce que je disais avant, c'est-à-dire les dossiers de police, ou ce qu'on appelle aussi des mains courantes. Donc, qui, de par la loi, peuvent être communiqués aux policiers. Après, si on entre dans le volet protection des données, une personne qui
voudrait avoir accès à des données personnelles qui la concernent qui la concernent directement avec ces données personnelles, elle peut, à certaines conditions, y avoir accès. Ok, il y a des données personnelles dans ces documents policiers. Parfois, c'est aussi lié à des procédures. Donc, on va entrer maintenant dans le détail de chacun de ces types de documents, parce qu'il y a plusieurs types de documents qui sont détenus par les polices. Vous avez parlé de directives tout à l'heure, Éric Gola, comme pour toutes les administrations. Donc, les documents les plus évidemment accessibles, c'est les documents qui règlent l'organisation de l'administration. Donc là, il y a des directives internes qui règlent, par exemple, comment fonctionne en fait la police elle-même. Donc, voilà un exemple d'une enquête de 24 heures qui date de 2024 sur l'autorisation pour les policiers vaudois de sortir armés durant leurs loisirs. On apprend dans cette enquête de 24 heures qu'une directive qui date de 2018 autorise les policiers vaudois à porter des armes, même en dehors du service. Et c'est grâce à la loi sur l'information que l'existence de cette directive a pu être portée à la connaissance du public. Donc, en général, ces directives internes, on peut y accéder, Rigola. C'est ça. Ça, c'est la règle générale. Il peut y avoir des exceptions. Pour cela, c'est l'article 16 de la loi, il faut un intérêt public prépondérant, donc qui passe avant le principe de la transparence. Mais évidemment, encore faut-il établir l'existence d'un tel intérêt public prépondérant. Dans le cas d'une directive, on pourrait penser à la sécurité publique. C'est un des cas prévus par la loi, la mise en danger de la sécurité publique. Mais s'agissant d'une directive, on n'a pas encore de cas avérés qui pourraient conduire au maintien du secret. Et on peut peut-être rappeler que si une exception s'applique, si la police estime qu'une exception s'applique, c'est pas forcément toute la directive qui doit être soustraite au droit d'accès. Alors, c'est uniquement l'élément, je dirais, problématique pour la police, évidemment. Donc, on pourrait recevoir normalement la directive caviardée des exceptions. Ça, c'est une des règles que doivent respecter les autorités et la police, en l'occurrence, c'est que elle doit faire tout son possible pour donner le maximum d'informations. Et c'est pas parce qu'il y a un élément qui gêne que tout le document doit rester secret. Okay. Ces lois sur la transparence, elles sont différentes d'un canton à l'autre, avec des petites différences. Stéphane Verly, vous avez la même conclusion. À Genève, les directives de police seraient a priori accessibles. On a un exemple de 20 minutes qui a révélé une directive sur le traitement VIP de certaines personnes par la police. Est-ce que ces directives à Genève sont aussi accessibles? Alors, une directive, c'est un document commun. Si l'institution publique ne veut pas donner accès à un document, la nécessité, on a un article 26 dans la LIPAD qui mentionne 12 exceptions, et c'est la même chose que dans le canton de Vaud. Par exemple, une des exceptions, c'est mettre en péril la sécurité de l'État, la sécurité publique. Donc, une fois de plus, les rapports de police, les directives, c'est a priori des documents comme les autres, pour autant qu'une loi ne dise pas qu'ils ne sont pas accessibles ou qu'il y ait une exception qui est remplie dans le cas d'espèce. Cela étant, même s'il y a une exception, c'est ce que disait M. Gola, même dans ce cas-là, à Genève, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il vaut mieux donner une partie cavernée que rien donner du tout. Très bien, ça paraît clair sur ces directives de police. Ensuite, on entre rapidement dans les documents qui concernent les opérations de police. Et là, on peut imaginer que ça peut être plus délicat dans certains cas. Il y a plusieurs exemples récents, intéressants de publications basées sur ce type de documents. Tout d'abord, une enquête de BLIC de juin 2025. Cet article fait d'ailleurs partie de la liste des nominés pour le prix Transparence Régio 2025. Chaque année, notre association remet 2 prix Transparence et il y a un jury qui est en train de désigner les meilleures histoires 2025. Donc, cette enquête de Camille Kraft qu'on voit ici à l'écran et qui concerne donc des renvois forcés et comment se passent ces renvois forcés. Dans cette enquête, on peut retrouver vraiment les extraits des documents obtenus. Ce sont des logs dans le jargon, c'est-à-dire des récits minute par minute du déroulement de ces renvois forcés pour chacune des personnes concernées. On voit ici à 6h15, la police demande à la fille si elle voulait boire et manger, etc. Je vous conseille d'aller lire cette enquête. C'est très précis. Camille Kraft, la journaliste, elle a donné des détails sur cette demande d'accès dans une newsletter. On apprend alors que les rapports étaient complètement anonymisés, ce qu'on peut comprendre pour protéger la sphère privée. Mais il y avait aussi des conditions restrictives. Par exemple, les rapports devaient être consultés sur place. La journaliste n'était pas autorisée à publier les extraits originaux. Et puis, les citations de ces documents devaient être relues par le canton. Éric Gola, est-ce que c'est
acceptable, ce genre de conditions? Alors, il faut qu'on voit les règles strictes, qui concernent les cantons concernés. Mais pour ce qui concerne le canton de Vaud, moi, je vois pas de justification a priori par rapport à ces règles restrictives. J'entends par là que la loi dit bien la loi vaudoise dit bien que dès lors qu'on donne accès à un document, on peut soit le transmettre, soit demander à la personne de venir dans les locaux de l'autorité concernée. Mais dans le cadre de ma pratique, j'ai toujours fait application du principe de la simplicité administrative. C'est-à-dire que si le document tient en un dossier informatique, il n'y a pas de raison de ne pas le transmettre informatiquement. Bien sûr que si le dossier en question consiste en 22 classeurs fédéraux, on peut demander à la personne de se déplacer pour les examens. Pour des raisons pratiques, en fait. C'est ça, exactement. Et il faut voir de cas en cas toujours à quoi on a affaire. Et puis, à partir de là, je ne vois pas pourquoi on interdirait la photographie. On donne accès aux documents. Il y a pas la loi ne prévoit aucune restriction par rapport à la prise de notes, à la photographie de documents ou à sa photocopie. On peut imaginer que si on photocopie 22 dossiers fédéraux, on demandera un émolument pour le coût des photocopies. Mais au-delà, ce sont des restrictions qui ne m'apparaissent pas bienvenues. Soit un document est accessible et puis on y a accès, soit il n'est pas accessible. C'est ça. Et typiquement, les autorités, certaines autorités, je crois que les règles sont quand même entrer dans les mœurs, mais les autorités qui demandent qui posent la question de savoir pourquoi on demande telle information, pour en faire quoi, ça n'a pas lieu d'être. On peut rappeler qu'il n'y a pas besoin de se justifier. C'est ça, il n'y a pas de motivation à demander. Soit on parle du document et on ne parle pas de la volonté du demandeur d'information. Et sur la reproduction, en tant que journaliste, une fois qu'on a obtenu un tel document, est-ce que, après c'est une décision éditoriale, mais est-ce que juridiquement on peut le republier? Mais alors, soit un document est public, soit il ne l'est pas. Et si on considère qu'il s'agit d'un document officiel et qu'il n'y a pas d'exception au principe de la transparence, celui qui le reçoit, il peut en faire des choux et des pâtés. Il peut les mettre sur Internet, il peut les publier, sinon ça n'aurait pas de sens pour la presse. Parce que si je vous dis je vous donne le document, mais vous le gardez pour vous, évidemment que ça n'a pas de sens. C'est hors de contexte pour un métier comme le vôtre. Donc il faut avoir en tête que l'on parle de documents officiels et que la seule question qui se pose, c'est celle de savoir s'il est public ou s'il ne l'est pas. Et après, pour nous, c'est des règles déontologiques ou peut-être de souhait ou non de publier ces sources. C'est pas parce qu'on l'a obtenu comme ça non plus qu'on va le publier, mais vous dites bien clairement qu'on pourrait le faire. Très bien. Stéphane Verly, sur ce type de rapport de police qu'on a vu ici, donc qui détaille des procédures de renvoi, quelles pourraient être les exceptions soulevées par la police pour restreindre l'accès à ce type de documents? Voilà, c'est les mêmes qu'avant. On pourrait vous dire, on pourrait rajouter les données personnelles de tiers, ou bien même on pourrait les caviarder, mais ce qu'a dit monsieur Gola, ça vaut pleinement à Genève. Je rappelle quand même qu'à Genève, vous avez une disposition spéciale qui vous dit que l'accès aux documents comprend la consultation sur place des documents et l'obtention de copies de documents. Après, vous pouvez effectivement, vous avez un règlement d'application, le RIPAN, qui vous dit que vous devez payer au-delà d'un certain nombre de pages, vous devez payer les photocopies. Mais voilà, c'est soit on donne le document public, soit on ne donne pas. Et pour revenir à votre question, pour l'exemple que vous citez, la police, comme n'importe quelle institution publique, la police pour nous n'est pas une institution publique, c'est le DIN, pour nous, le département des institutions et du numérique, pour être précis. Mais n'importe quelle institution publique qui ne veut pas donner le document trouvera une exception. Donc que ce soit une exception large, comme ça pourrait être ici, comme par exemple ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire mettre en péril la sécurité de l'État ou la sécurité publique parce que c'est des règles d'engagement de la police, avec les requérants d'avis ou autres, vous aurez de toute façon une exception.
Merci. Dans les autres tâches de police, on en a parlé tout à l'heure, il y a le maintien de l'ordre et par exemple l'encadrement de manifestations. Ça a d'ailleurs posé pas mal de questions dans plusieurs villes avec l'usage de la force. Éric Gola, dans ce contexte, quel type de documents serait accessible dans ce contexte des manifestations? Est-ce que par exemple on peut savoir exactement quels moyens ont été engagés pour une manifestation passée? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le canton de Vaud, on ne parle pas seulement de documents officiels, mais également de renseignements. Et ça, c'est une spécificité bien vaudoise. C'est ça. Ça signifie que on peut demander à avoir accès à des documents au sens propre, sous une forme informatique ou papier, mais on peut aussi demander des renseignements qui peuvent requérir de la part de l'autorité concernée un certain travail pour rassembler des chiffres, etc. Typiquement, le fait de savoir combien de policiers sont intervenus à la sortie du stade du Lausanne Sport dans le cadre d'incidents après match, ça c'est typiquement quelque chose qui peut être demandé. Et si la police municipale, probablement en l'occurrence, ne veut pas donner ces chiffres, il faudra qu'elle donne une motivation, à savoir fasse valoir un intérêt public prépondérant par rapport à la demande. Ok, Stéphane Verly, est-ce qu'à Genève, alors on sait qu'à Genève c'est les documents, hein, là on peut pas à Genève élargir d'autres renseignements, mais est-ce que vous connaissez des décisions de principe sur ce sujet liées à des manifestations par exemple? Non, pas encore. Je n'ai pas été encore confronté à ça, mais je voudrais peut-être juste rappeler quelque chose. C'est-à-dire que quand on a peut-être une demande d'un journaliste ou d'autres d'ailleurs, ou de plusieurs journalistes, et puis les autorités de police, par hypothèse, seraient d'accord de donner un document, il y a aussi, parce que là on parle de transparence passive, mais il y a une règle dans la MIPAL, aussi la transparence active, c'est-à-dire que les autorités de police doivent informer sur toutes leurs activités de nature à intéresser le public. Donc, elles peuvent aussi rendre spontanément publiques des directives ou autres. Et puis, s'il y a un événement qui concerne les procédures judiciaires, elle peut aussi, donc elle peut porter à la connaissance du public cette procédure moyennant l'approbation du pouvoir judiciaire. Donc, il y a aussi un devoir d'information active de la part de la police comme de la part de toutes les institutions publiques de loi. Merci. Et si on continue avec d'autres types de documents très opérationnels, il y a notamment les journaux, c'est-à-dire dans lesquels sont consignés tous les événements qui se passent dans un poste de police, les visites, les appels, les interventions. On peut parler de Ma Courante, vous y avez fait allusion tout à l'heure, Monsieur Verly, ou le journal des événements, je crois que ça s'appelle dans le canton de Vaud, Monsieur Gola. On dit le GEP, le journal des événements de police. Alors, ces journaux, ils contiennent souvent des données personnelles. Est-ce qu'on pourrait, en tant que journaliste, demander un extrait de ce GEP? Alors, il se trouve que juste avant la fin de mon activité, j'ai rendu une décision pour ce genre de questions. Comme l'a dit M. Verly, alors là, on tombe dans une exception qui est prévue par la loi. Je répète ce qu'a dit M. Verly, la loi sur l'information, c'est une loi générale et il peut y avoir des lois spéciales qui font exception. Et ce sont les lois de procédure, civiles, pénales, mais aussi administratives. Et en l'occurrence, il se trouve que là, on parle de la loi sur... Attendez, j'ai pris cours ça avec moi pour être sûr de la désignation. C'est... la LDPJU, ça ne s'invente pas, c'est la loi sur les dossiers de la police judiciaire. Donc une loi cantonale. Une loi cantonale qui prévoit que il peut y avoir des documents de police judiciaire. Ces documents ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'une enquête. Et puis, ils sont non accessibles, ils sont secrets. Donc, en fait, il s'avère que le GEP, pour reprendre cette terminologie, eh bien, dès lors qu'on y trouve des infractions pénales, crimes, délits et même contraventions, eh bien, l'accès au public est interdit. Pour tout le GEP ou seulement les éléments du GEP qui concernent des procédures? Parce qu'il peut y avoir d'autres choses dans ce GEP. Absolument. Alors, on ne parle ici, pour cette exception, on ne parle que des éléments pénaux, c'est-à-dire qui donnent lieu à l'ouverture d'une enquête.
Donc si on sait par exemple qu'il y a eu des appels pour du bruit quelque part, mais que ça n'a pas donné lieu à une procédure, est-ce qu'en tant que journaliste, on peut quand même accéder certainement à des extraits de... Alors, ça signifie que cette exception ne s'appliquera pas. Mhm. Et puis, à partir de là, on pourra demander à avoir accès, en effet. Et la question qui se posera, c'est celle de savoir si un intérêt privé prépondérant s'applique en l'occurrence. Alors, vous parlez de bruit nocturne ou que sais-je. Donc, si on sait, si c'est le voisin qui veut avoir accès aux données qui concernent ceux d'au-dessus ou ceux d'en-dessous, donc le caviardage va pas servir à grand-chose. Donc on saura exactement de qui on parle. Donc là, on appliquera les règles qui consistent à avertir le tiers qu'une personne veut avoir accès à des données qui le concernent, et ce tiers aura 10 jours pour faire opposition. Voilà, donc ça c'est la procédure qui s'applique. Mais j'entends quand même que c'est pas complètement exclu d'accéder à ce GEP. S'il n'y a pas de procédure, pas de données personnelles, on peut peut-être quand même accéder à des extraits. Oui. Dans le canton de Vaud. Oui. Merci. Est-ce qu'à Genève, ces mains courantes dont vous avez parlé aussi tout à l'heure, Stéphane Verly, sont totalement exclues, à votre avis, du droit d'accès ou pas? Elles sont exclues sauf pour la personne qui est mentionnée dans la main courante, s'agissant des données qui la concernent. À Genève, on a une loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, la LCBVM, qui est très claire là-dessus. Les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Par contre, les droits de la personne concernée, c'est-à-dire à l'égard des données personnelles qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police qui la concernent, cette personne-là, elle a le droit d'avoir accès, pour autant que on lui donne accès uniquement à ce qui la concerne, vraiment seulement elle. Et là, c'est l'aspect protection des données personnelles de la LIPAD. On n'est plus dans la transparence et du coup, un tiers comme un journaliste peut pas faire cette demande à Genève. C'est ce que vous dites. Donc il y a une petite différence. C'est la même chose dans le canton de Vaud. Hein. Ces règles, c'est les mêmes. C'est-à-dire que un particulier peut avoir accès, en tout cas sur le principe, aux données qui le concernent lui. Voilà. Mais je note quand même que c'est pas exclu qu'un journaliste tente de demander des extraits de main courante ou de GEP s'il y a pas de données personnelles et s'il y a pas de procédure judiciaire. Peut-être c'est à tester s'il y a pas de jurisprudence. Non, après, un journaliste peut toujours demander un document, comme n'importe qui peut toujours demander un document, et même si de par la loi c'est exclu. Après, je pense pas que l'institution publique va répondre favorablement, c'est tout à fait possible. Je rappelle quand même que le meilleur moyen d'obtenir un document qui, a priori, on ne pourra pas avoir, c'est d'avoir des sources. Mais bon, ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Merci. Il y a tout on en a brièvement parlé, mais il y a tout un pan justement de documents des polices qui sont en principe plutôt non accessibles. Et c'est par exemple tout ce qui est lié à des procédures. Et puis on parlait de ce qui se passe au poste de police. Il y a les gens qui viennent déposer plainte. Est-ce qu'une plainte pénale peut être accessible? Stéphane Verly, c'est assez clair. Une plainte pénale, ça ouvre une procédure. Dès lors, tout le document de la plainte pénale et tout ce qui suit donc l'enquête de police ne sont pas accessibles. C'est juste? C'est exactement ça. Tout ce qui concerne une procédure, ça va être les règles de procédure, en l'occurrence le code de procédure pénale, qui va prendre le pas sur la loi Genevoise sur l'information du public et l'accès aux documents. Ensuite de quoi, s'il y a un jugement, évidemment, lui pourra être public, mais pas tout ce qui concerne, par exemple, les pièces, ça, c'est à réserver aux parties selon le code de procédure pénale. Alors si je puis permettre, j'interviens ici pour bien comprendre ce genre de règles. Si la commune de Crans-Montana, dans un premier temps, s'est portée partie civile dans l'enquête pénale concernant le drame qui est survenu à Nouvel l'an dernier, c'était justement pour être partie civile, donc être partie à la procédure et avoir accès au dossier. Exactement. Ok. Et donc, ce qu'on peut résumer, vous l'avez dit, Stéphane Verly, hein, tout ce qui est les pièces de la procédure ne sont pas accessibles, mais la décision, c'est la transparence de la justice est accessible, c'est-à-dire soit un jugement, soit une ordonnance pénale, soit une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Les documents finaux des décisions, on peut y accéder. Mais là, on est dans les règles de procédure. C'est bien juste? Oui, c'est ça. Après, si ça... On peut y accéder évidemment moyennant un caviardage de données personnelles. Vous pouvez avoir accès en jugement de la chambre administrative qui concerne X contre Y. Vous pouvez tout à fait, mais évidemment, il faut identifier le document et puis les données personnelles de tiers sont caviardées.
Et Ringola, vous m'avez aussi expliqué en préparant ce café transparence que c'est pas absolu. C'est pas parce qu'un document est versé dans une procédure pénale, par exemple, qu'il est a priori non accessible. C'est ça. C'est-à-dire que on peut, dans le cadre du dépôt d'une plainte pénale, on peut déposer, une autorité peut déposer des tas de documents pour expliciter sa plainte et j'en passe. Et parmi c'est pas parce que ces documents sont dans le dossier pénal que forcément ils sont couverts par le secret de l'enquête. S'il en va d'un certain nombre d'audits qui ont été rendus antérieurement, là je pense à des affaires concernant des EMS, ces audits, s'ils sont pas directement liés à la cause pénale qui est en cours, eh ben c'est pas parce qu'ils sont dans le dossier pénal que peut pas y avoir accès. Il faut vraiment que la cause pénale et le document soient en lien direct. Donc des documents qui ont été faits pour la procédure sont exclus, mais d'autres documents, comme vous le dites, qui existaient avant, peut-être qu'ils peuvent être quand même accessibles. C'est ça. Stéphane Verly, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. C'est une jurisprudence il y a quelques années du tribunal fédéral qui dit que si le document a été rédigé, fait pour la procédure pénale, c'est dans ce cadre-là qu'on pourra avoir le document. Par contre, si c'est un document qui est avant ou qui est rédigé en possession d'une institution publique, mais qui est pas directement en lien avec la procédure pénale, là, on peut le demander au titre de la transparence. On peut le demander, ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir. Mais il y a de plus fortes chances, si je comprends bien. On pense souvent aux documents écrits, on a parlé de rapports, de directives, de main courante, mais selon le principe de transparence, un document est défini très largement, c'est toute information enregistrée sur un support quelconque. Donc il y a des documents qui peuvent intéresser particulièrement les journalistes des radios et des télévisions, ce sont les images et les sons. Alors qu'en est-il, Ringola, des images de vidéosurveillance, des caméras embarquées, des images peut-être de ces bodycams, des caméras portées par les policiers? On peut aussi faire une demande, on a compris qu'on pouvait demander, mais est-ce qu'on peut peut-être les obtenir aussi? Alors, pour moi, ce sont clairement des documents officiels. À partir de là, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, il faut procéder de la même manière. Est-ce qu'une loi spéciale s'applique? On entend par là, est-ce qu'il y a eu des dépôts de plainte pénale? Parce qu'il y a eu des incidents dans le cadre d'une manifestation et que les bodycams peuvent servir de preuve dans un sens ou dans l'autre dans le cadre de la procédure qui a été ouverte. Si on est là-dedans, c'est clair que ce seront des documents qui ne seront pas accessibles parce qu'ils sont liés à une procédure en cours. Ça, c'est sûr. Maintenant, s'il y a eu une manifestation devant la porte du bâtiment du Grand Conseil, qu'on s'est un peu bousculé, mais que finalement il n'y a pas de plainte, que tout ça s'est calmé de soi-même et que la police était là juste pour surveiller, l'accès aux images, dans la mesure où il n'y a pas de procédure ouverte, il est possible. Et à partir de là, se posera la question de la protection des données personnelles, puisqu'on découvrira le visage des uns et des autres, et que ces uns et ces autres, ils auront le droit de ne pas être d'accord en tout cas, ils pourront faire valoir un intérêt privé prépondérant pour que ce ne soit pas transmis. Il faudra au moins les avertir que quelqu'un veut avoir accès à ces images et lui demander s'il est d'accord. Si c'est des images de foule, on ne peut pas savoir qui est dans cette... Alors, il faudrait flouter. Est-ce qu'on pourrait obtenir les images, mais floutées? Alors, le meilleur moyen pour éviter ce genre de difficulté, c'est en effet de flouter les visages. Stéphane Verly, au niveau des sons enregistrés par la police, est-ce qu'on pourrait avoir accès à des enregistrements comme ceux d'une discussion entre une voiture de patrouille et la centrale, par exemple, dans le cadre d'une intervention? Là, je serais plus réservé quand même. C'est la même chose, par exemple, si vous avez une personne de l'administration communale qui envoie un mail à une autre personne sur des engagements pour des comptes ou des téléphones ou des messageries ou autres. Je pense que c'est plus compliqué là. Après, comme vous l'avez dit, on peut toujours demander, mais si c'est directement lié au travail de la personne sur le moment, je pense qu'on vous opposerait une forme de non-recevoir. En même temps, le principe de transparence doit permettre
à tout le monde de savoir comment l'administration fonctionne. Est-ce que c'est pas aussi le cas dans ce cas-là? Est-ce que vous connaissez de la jurisprudence sur ces sons et ces images, ou est-ce que tout est à faire pour nous, journalistes, d'essayer, en fait? Moi, j'ai pas... effectivement, des sons, des images, ça constitue clairement pour moi aussi des documents a priori publics. Maintenant, il y a quand même des... J'ai pas d'exemple en tête, je ne sais pas. Maintenant, on pourrait estimer que c'est des notes, c'est des échanges entre les personnes. Je pense qu'il y a tout à fait, il faudrait une jurisprudence, mais pour moi, ça serait quand même délicat de les obtenir. Ok. Eric Gola, encore un mot peut-être sur les drones et les images des drones. On est dans le même cas de figure? C'est le même cas de figure. La bodycam ou le drone, c'est une question de point de vue. Mais je crois que pour le reste, c'est la même chose. C'est les mêmes règles à appliquer. Merci à vous deux pour le passage en revue de ces différents types de documents de police. Si on parle un petit peu de comment ça se passe dans la pratique, Eric Gola, dans votre expérience, quel accueil réservent les polices aux demandes d'accès à des documents? Est-ce que c'est un domaine où la culture de la confidentialité est très présente, par exemple? Bon, alors dans le canton de Vaud, la culture du secret, je dois dire que c'est quelque chose qui doit être encore battu en brèche aujourd'hui. La police... Mais comme souvent, pour une autorité qui fait montre d'autorité, elle peut avoir tendance à estimer qu'elle n'est pas exactement soumise aux mêmes règles que les autres. Mais ça, c'était, j'ai envie de dire, il y a quelques années. Aujourd'hui, je crois du côté de la police cantonale, on a bien compris qu'il vaut mieux collaborer, que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour tout le monde, y compris pour la police. Et j'en veux pour preuve que récemment, s'agissant de ce fameux GEP, de journal donc des événements de police, il existe au travers d'une application informatique avec un mode d'emploi, un tiers a demandé à avoir accès à ce mode d'emploi, il a eu accès à ce document officiel. Ok, le mode d'emploi est accessible. Que ce soit nécessaire d'en faire de toute une procédure. Donc pour dire que je crois que le réflexe a pris... c'est assez récent. Il y a 2-3 ans, j'ai vu une évolution chez plusieurs intervenants, plusieurs autorités, et notamment la police cantonale. À Genève, Stéphane Verly, une remarque sur la culture de transparence en matière de police? Écoutez, évidemment, quand vous êtes à la police avec les bases légales que j'ai énumérées tout à l'heure, les principes de procédure pénale, c'est pas culture a priori de la transparence. Simplement, moi, je vois pas de réflexe anti-transparence constaté à Genève. Déjà, pour la simple et bonne raison que comme je vous ai dit, la responsabilité du deal, elle est pas policière. Donc, elle va pas spontanément dire non. Je sais pas, moi, ça fait 12 ans que je suis à mon poste, j'ai pas vu une institution publique, police comprise, avoir le réflexe de dire non. Si le demandeur peut faire sa requête sans indiquer de motif, l'institution publique qui entend céder, elle doit précisément dire pourquoi une des exceptions à la transparence serait remplie. Ok. C'est plutôt encourageant. Alors voilà, je crois qu'on a passé pas mal de points importants. On peut rappeler les grands principes. L'accès aux documents des organisations de police sont a priori accessibles, donc les directives par exemple, sauf exception. Les documents opérationnels, c'est souvent possible, mais il y a des questions de données personnelles, notamment pour les mains courantes aux journées des événements. Et puis, ces questions d'exception de procédure pour les plaintes pénales, aussi c'est mains courantes. Et là, c'est en principe exclu. Et puis, il y a tout le champ des enregistrements vidéo et sonores, il me semble qu'il reste à explorer aussi pour nous, puisqu'on connaît assez peu de jurisprudence à ce sujet.
On vous rappelle l'existence de notre guide des bonnes pratiques. Il est publié en ligne par notre association parce que effectivement chez nous, on encourage à l'association loitransparence.ch à utiliser ces lois de manière responsable. Alors, avant de vous passer la parole au public qui est avec nous, et on vous remercie d'être là aujourd'hui, on peut dresser peut-être un petit bilan de l'année écoulée. Stéphane Verly, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé en 2025 au niveau transparence, plus généralement, et avec les journalistes notamment? Alors, il faut savoir que chez nous, il y a une demande de médiation qui doit être faite de la part du requérant qui s'est refusé l'accès à un document. On a enregistré 40 demandes de médiation en 2025, ce qui est un chiffre assez élevé par rapport à la moyenne, même largement au-dessus de la moyenne. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a seulement 9 accords de médiation qui sont intervenus, soit uniquement 22% des requêtes. Le reste des médiations a dû faire l'objet d'une recommandation, donc de la part de notre autorité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, sur 40, il n'y a qu'un quart, 10 journalistes qui ont fait une demande de médiation. C'est-à-dire que, je répète que la loi sur l'information du public a comme objectif de renseigner les citoyens sur le bon fonctionnement. Donc, une loi a priori faite, entre autres, pour les journalistes et pas pour certains avocats ou autres qui demandent parallèlement à d'autres procédures des documents qui concernent leur client. Cela étant, je rappelle, une fois de plus, qu'il n'y a pas besoin d'invoquer un motif. Donc, voilà, un quart des demandes introduites à Genève le sont par des journalistes. Des demandes de médiation. Après, vous ne voyez pas passer toutes les demandes d'accès qui finissent pas chez vous, hein, on est d'accord? Non, il n'y a pas d'institution publique qui fait des statistiques sur les demandes d'accès, on ne les voit pas. Éric Gola, après avoir œuvré pendant 6 ans comme préposé cantonal vaudois au droit à l'information, quel bilan vous faites de l'usage de ce droit par les journalistes, notamment dans le canton de Vaud? Alors, moi, après 6 ans, ce que je peux dire, c'est que il y a 3 types de demandeurs L-Info. Il y a 3 types de personnes qui demandent à avoir accès à des documents officiels. 3 groupes. Le premier, c'est les particuliers. Et s'ils demandent des documents officiels, c'est pour servir leurs intérêts privés. Et c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est pas interdit, hein, mais... C'est pas interdit, mais le cas le plus fréquent, c'est celui du voisin qui ne s'entend pas bien avec celui d'à côté et qui demande à avoir accès, au permis de construire, à la modification de la piscine ou que sais-je d'autre. Et évidemment, comme la règle veut que si on demande des documents officiels qui concernent un tiers identifiable, ce tiers est interpellé, puis il a déjà fait opposition. Et comme tout le monde s'entend très bien dans le quartier, je ne vous fais pas un dessin, il y a opposition et tout cela arrive sur le bureau du préposé, qui, à la différence de Genève, a un pouvoir de décision. Donc, ça c'est les particuliers. Ça c'est les particuliers. Alors, il y a un deuxième type de particulier, alors en nombre nettement diminué, c'est la personne intéressée au fonctionnement de l'administration. Et ça, c'est quelques personnes qui se sont fait, je dirais, une spécialité de tester l'administration, de voir comment ça fonctionne, de s'assurer que l'administration applique la loi sur l'information et que sais-je. Alors, ce mode de faire correspond mieux à la volonté du législateur, puisque le législateur, il dit à l'article 1 de la loi que la loi, précisément, a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique. Donc, il faut être clair, ce genre de législation est là pour permettre un bon fonctionnement de notre démocratie. Et un rapprochement des citoyens avec l'administration. Il n'y a pas de démocratie sans transparence. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que la loi est utilisée parfois pour d'autres fins, mais elle est tellement importante s'agissant du but recherché que il faudra passer par là, j'ai envie de dire. Et le troisième groupe, c'est la presse et les journalistes.
Voilà, c'est très clair. C'est l'activité du préposé dans le canton de Vaud, elle consiste à gérer ces 3 types de demandes. Avec un peu de recul, encore, je sais pas, vous avez une ou deux remarques sur ce rôle de préposé? Alors, moi, j'estime que la loi telle qu'elle existe fonctionne bien. Elle n'est pas forcément simple à appliquer pour les autorités parce qu'il y a pas mal d'appréciations. Hein. Est-ce que tel intérêt est supérieur à tel autre? Évidemment que c'est pas toujours simple. Mais avec la jurisprudence, je trouve qu'aujourd'hui, on a les outils pour bien faire fonctionner ce système. Au niveau vaudois, je dirais qu'il y a un élément qui devrait être corrigé, c'est celui qui concerne la nomination du préposé au droit à l'information. La loi actuelle dit qu'il est indépendant, mais il est toujours nommé par le Conseil d'État, c'est-à-dire par le gouvernement. Et quand on sait aujourd'hui ce qu'il en est sur Internet, de la notion de vérité, de fait avéré, et que finalement la notion d'apparence est devenue très importante, je pense qu'il serait plus qu'utile que dans le futur, le préposé soit désigné par le Grand Conseil. Comme à Genève, sauf erreur. Voilà. Merci beaucoup pour ces bilans. Place maintenant à vos questions, vous qui êtes en ligne. Donc, vous pouvez poser vos questions qui concernent Vaud, Genève ou en général. Prenez simplement la parole, on vous écoute volontiers et on va essayer de répondre à vos questions. Qui veut poser une première question? Oui, bonjour, Kirill Gosweiler, je me lance volontiers. Bonjour. Merci pour toutes ces explications. J'aimerais juste raconter une petite anecdote. Suite à la demande de Camille Kraft sur les dossiers de migrants et après avoir lu son blog, j'ai redemandé les mêmes documents et on m'a fait la même réponse. Il faut passer à la blécherette, interdiction de les photographier, etc. J'ai demandé une décision formelle et ils m'ont envoyé les documents par email. Sans condition, cette fois. Comme a dit M. Gola, normalement, il devait venir comme ça. Et donc, le conseil, c'est de toujours demander une décision formelle s'il y a un refus oral. Parce que ça permet de faire un recours et souvent, l'autorité réfléchit un peu plus profondément est-ce que le refus est justifié. Mais circuler, là, il n'y a rien à voir, il faut le demander par écrit plutôt que l'avoir par oral. Voilà. Merci pour ce témoignage, en fait, de ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Et catégorie numéro 2 des gens qui font des demandes. Très bien. Donc, un citoyen intéressé par la chose publique. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à nous inviter? Moi, j'ai peut-être une question sur ce même cas. Je suis pas au clair de la différence concrètement entre les documents qui ont été obtenus des dossiers de police et puis le GEP, justement. Où est la limite entre là un rapport d'intervention et puis un journal d'événements police? Eric Golas, vous pouvez apporter une précision? C'est vrai que c'est pas forcément évident de faire la distinction. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on peut imaginer que dans le GEP, il y ait des éléments rapportés par une équipe de gendarmerie qui est intervenue sur un cas et que finalement, il n'y a pas de plainte pénale, il n'y a pas de personne qui citée dans reconnaissable. Et que à partir de là, eh bien, on peut imaginer d'avoir accès à ce qui était écrit dans le GEP. On peut imaginer une fausse alerte pour une intervention quelque part, et puis dans la mesure où cette fausse alerte ne donne pas lieu à une plainte pénale, eh ben, on peut peut-être avoir accès au rapport des gendarmes suite à leur intervention. Qui ne sont pas directement dans le GEP, mais peut-être dans le cas... Si, ce sera peut-être dans le GEP. Voilà. Ouais. Mais ça peut peut-être être dans le cas, en tout cas, des renvois à un rapport indépendant qui détaille des choses, mais qui ne sont pas liées à une procédure pénale et qui contiennent pas de données personnelles, où là, ils ont été caviardés. Et puis, du coup, ce genre de rapport qui n'est ni lié à une procédure et puis où on caviarde serait accessible. Hein. C'est ça. Ça répond à votre question ? Oui, tout à fait, merci. Merci.
D'autres questions? Si vous pouvez vous présenter avant de poser la question, ce serait pas mal. Si c'est pas le cas tout de suite, n'hésitez pas à nous interrompre, mais peut-être Stéphane Verly, est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux journalistes dans l'utilisation des lois de la LIPAD et notamment par rapport à ces documents de police? Ce serait quoi vos conseils généraux aux journalistes? Les conseils, bon, pour les journalistes, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai peut-être pas précisé, mais on a aussi une disposition qui dit dans la LIPAD que les journalistes doivent pouvoir se faire aider, si vous voulez, les professionnels des médias, l'institution publique, elle doit comprendre qu'ils ont d'autres besoins que des particuliers ou des avocats. Donc, informer le public. Maintenant, j'ai pas de conseils particuliers. Moi, ce que je dirais, c'est comme je l'ai dit avant, puisque je suis un peu familier de la protection du secret rédactionnel, c'est de faire en sorte d'avoir certains informateurs qui sont plus à même de donner des documents, des renseignements, des informations, qui leur sera peut-être plus utile que la LIPAD. Ouais. Ok, donc votre conseil, c'est presque d'utiliser d'autres moyens que la LIPAD elle-même, ça vous fait réagir, Éric Gola? Oui, parce que, en effet, c'est un conseil à aller vers la praticité, mais de notre côté, évidemment que s'agissant de la L-Info, le conseil que je peux donner au départ, mais ça concerne tout le monde, c'est qu'il faut être le plus précis possible par rapport aux documents, voire aux renseignements demandés. Pas faire des demandes très très larges. C'est ça. En fait, se mettre à la place aussi de la personne qui va recevoir la demande. C'est ça, exactement. Et à la limite, il vaut mieux en faire 2, voire 3 distinctes, plutôt que de mettre dans une demande quelque chose de tellement ample que celui qui reçoit ça, il dit mais comment est-ce que je vais répondre? Donc ça, c'est vraiment la première des choses, la première des règles que je suggère de suivre. Dans nos bonnes pratiques, on dit aussi qu'on peut appeler avant pour savoir quel document existe, appeler l'administration pour justement pas faire des demandes trop larges, mais qu'elles soient le plus ciblées possible. Je crois qu'on a une question en ligne, Delphine Sage. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport aux audios. Sauf erreur, il y a eu la comparaison sur la tempête de la Chaux-de-Fonds où il y avait des audios de police. Et je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je me demandais, est-ce que du coup, ça peut faire jurisprudence, notamment dans d'autres cantons ou à un niveau plus élevé, surtout si les demandes, enfin, j'imagine que pour ça, la police était plutôt ouverte, enfin, j'imagine. Et si les demandes étaient un petit peu plus délicates, comment ça se passerait? Ringola, vous voulez répondre? Oui. Peut-être que ce genre de document peut aussi être obtenu sans brandir la loi sur l'information. Il faut quand même donner crédit aux autorités qu'elles ne sont pas forcément fermées à la transparence. C'est clair que dans certaines circonstances, c'est parfois compliqué de rendre public des éléments qu'une autorité a en main. Mais souvent, l'autorité est prête à collaborer. Il faut quand même le dire. J'entends aujourd'hui, on n'est plus dans les années 60, où la règle était tout est secret et puis on vous dit ce qu'on veut bien vous dire. On en est vraiment plus là. Donc, évidemment, lorsque vous avez une tempête que elle induit l'intervention des pompiers, de la police et que sais-je d'autres, et la police, dans la mesure où elle fait état de son intervention et puis elle peut donner des images, etc., sans que des intérêts privés soient atteints, elle n'a aucune raison de ne pas collaborer avec la presse. Je pense que là, c'est clair. Évidemment, si on parle d'une manifestation qui a mal tourné, évidemment que l'autorité sera moins incline, en tout cas dans un premier temps, de donner tout ce qu'elle a comme image, comme son, ou que sais-je. Mais c'est évidemment là que ça devient intéressant peut-être d'avoir un peu de jurisprudence. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Oui, Stéphane.
Si ce n'est pas le cas, on va s'arrêter là. Éric Gola, ancien préposé cantonal vaudois au droit à l'information. Stéphane Verly, préposé cantonal genevois à la protection des données et à la transparence en direct de Genève. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci à pour vous. tous ces précieux conseils. Merci à vous. Merci à toutes et tous d'avoir été là aussi aujourd'hui. On espère que ça vous donnera des clés pour utiliser au mieux les lois sur la transparence aussi dans le domaine de la police. Je vous rappelle qu'on a une ligne en fait où on peut répondre à vos questions juridiques. C'est une ligne gratuite qui est proposée par notre association. Vous trouvez tout ça sur notre site internet. Et pour rester informé de l'actualité des lois sur la transparence, je vous conseille notre newsletter gratuite. Elle est sur loitransparence.ch. Vous cherchez dans le menu de gauche l'inscription à la newsletter. Et puis vous serez tenu tous les quelques mois informé de tout ce qui se passe en lien avec la transparence et le journalisme. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous et merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.